Bonjour, la Russie lâche ses coups. L'Ukraine a beau faire savoir sur tous les tons qu'elle recherche un cessez-le-feu, une rencontre au sommet Poutine-Zelensky. Pour l'heure, rien n'y fait. Moscou fait la sourde oreille et redouble d'intensité dans ses attaques pour gagner la guerre ou même contraindre l'Ukraine à capituler avec l'aide des Occidentaux. La question peut sembler incongrue quand on voit à quel point les Européens font bloc autour de Kiev. Pourtant, vous nous direz, Françoise Thom, si avec l'irruption de Donald Trump, la Russie n'a pas trouvé là un formidable allié pour casser le front occidental et l'emporter ainsi à moindre frais, vous qui êtes professeur émérite, spécialiste de la Russie et de l'ex-Union soviétique. Mais revenons-en d'abord à la rencontre qu'on n'attendait pas, du moins pas au beau milieu de l'été, à celle convoquée en moins d'une semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine en plein mois d'août en Alaska. Des images commentées par Natalia Odisharia. Depuis le sommet Trump-Poutine en Alaska, la pression sur les Ukrainiens et les Européens est maximale pour négocier et mettre un terme au conflit russo-ukrainien. Un élément revient régulièrement au centre des tractations diplomatiques, l'échange de territoires ukrainiens pris par la force. La Russie en a fait une condition non négociable pour parvenir à un accord. Intransigeant sur ce point jusqu'ici, Volodymyr Zelensky propose d'en discuter lors d'une réunion tripartite, mais rappelle que les questions relatives au territoire doivent être soumises à un référendum. Vu l'importance de la question territoriale, celle-ci ne devrait être discutée que par les dirigeants ukrainiens et russes dans le cadre d'une réunion tripartite Ukraine, États-Unis, Russie. Dès septembre 2022, soit 7 mois après l'invasion de l'Ukraine, la Russie avait proclamé l'annexion de 4 régions ukrainiennes, Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Les troupes russes contrôlent aujourd'hui Louhansk et 70% de l'oblast de Donetsk. En position de force pour négocier, Vladimir Poutine exigerait désormais que l'Ukraine cède totalement ces 2 régions et proposerait en échange un gel du front à Kherson et Zaporijia, partiellement contrôlés par la Russie. La Crimée, elle, n'est même plus évoquée à ce stade. Dans un message sur son réseau social, Donald Trump a confirmé que le territoire, annexé en 2014 par la Russie, était exclu des négociations. Pour la France, Moscou attend une capitulation de Kiev. Françoise Thom, ce sommet a de quoi laisser un goût amer aux Ukrainiens. Depuis, les attaques russes s'enchaînent, s'intensifient même, et la rencontre à 2 ou 3 voulue par Donald Trump semble s'éloigner chaque jour davantage. Oui, on a l'impression que les Russes sont maintenant persuadés d'avoir ferré le poisson, on peut dire, et d'avoir fait basculer Donald Trump de leur côté. Les symptômes étaient déjà très nombreux auparavant. Donald Trump a repris le discours russe, en fait, a laissé entendre que c'était les Ukrainiens qui étaient responsables du conflit, que Zelensky avait eu tort, en fait, de résister à la Russie. Mais avec ce sommet, Poutine a obtenu plusieurs victoires importantes. D'abord, il cesse d'être un paria sur la scène internationale. Et deuxièmement, les Américains ont abandonné leur exigence d'un cessez-le-feu et ont adopté le point de vue russe d'un troc des territoires, qui est un jeu de dupes, évidemment, aux yeux des Européens et de l'Ukraine. Et alors que s'éloigne la perspective d'une rencontre Zelensky-Poutine, comment voit-on ce grand ballet diplomatique à Kiev, où vous vous trouvez pour France 24, Gulliver Krag? Donald Trump s'est engagé sur la voie de l'organisation d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Et le Kremlin a, pour l'heure, clairement rejeté cette idée. M. Zelensky affiche sa volonté à participer à une telle rencontre pour jouer le jeu, pour ne pas agacer le président américain. Mais en réalité, pour Kiev, les négociations seront au point mort tant que M. Trump se refusera à augmenter la pression sur la Russie. Le sentiment ici, c'est que M. Poutine ne voudra pas la paix tant qu'il pense encore pouvoir gagner la guerre. Et quant à l'Ukraine, elle n'est pas très enthousiaste non plus en réalité, puisqu'elle souhaite une paix durable et estime que la cessation de certains territoires, comme les Américains semblent proposer, ne suffira pas longtemps à satisfaire l'appétit de M. Poutine, lui dont l'ambition affichée reste de ramener non pas seulement le Donbass, la Crimée et le Sud-Est, mais bien toute l'Ukraine dans le giron russe. Alors, si la paix s'avère temporaire, si elle était accompagnée par exemple d'une réduction des sanctions américaines sur la Russie, cela pourrait s'avérer désavantageux pour l'Ukraine à moyen terme.
François Stom, Vladimir Poutine, vous l'avez dit, a semblé convaincre Donald Trump en Alaska. Le président américain disait au sortir de cette rencontre que la balle était dans le camp de l'Ukraine. Pourtant, depuis, le président américain montre à nouveau des signes d'impatience envers Moscou, menaçant très sérieusement, ce sont ces termes, d'engager une guerre économique contre la Russie. Vous y croyez ? Je n'y crois pas trop parce qu'il l'a fait à plusieurs reprises déjà et recule toujours au dernier moment. À Moscou non plus, on n'y croit pas. C'est visible lorsqu'on considère l'escalade qui a lieu en ce moment, l'escalade des bombardements en Ukraine, où la Russie s'attaque systématiquement aux entreprises et aux bâtiments étrangers. Y compris européennes, d'ailleurs. Y compris européennes. Donc, Poutine se sent un petit peu les mains libres maintenant, depuis qu'il a l'impression, encore une fois, que son influence sur les États-Unis est solidement établie. Dans une tribune que vous avez signée dans le journal Le Monde juste avant ce sommet Trump-Poutine, tribune intitulée « Face à Vladimir Poutine, les Européens sont en position de force, mais ils ne le savent pas ». Vous écriviez que Donald Trump offrait à Vladimir Poutine les moyens de remporter sa guerre un peu sur tapis vert finalement, en faisant plier l'Ukraine alors que militairement la Russie est en difficulté, économiquement elle est en déroute, disiez-vous, et surtout les Européens disposent de moyens de pression sur Moscou qu'ils ne soupçonnent pas. Lesquels ? Il s'agit évidemment des sanctions. Et de la dépendance extrême de la Russie, la dépendance économique par rapport à l'Europe, chose que les Russes sont en train de comprendre maintenant parce qu'ils ont vu que leur économie payait le prix de la tentative d'isolationnisme, d'autarcie qu'avait imposé Poutine. Ils voient que ça ne marche pas et ils sont plus résolus que jamais de reprendre leur influence, de reconstituer leur influence hégémonique sur le continent européen. La différence, c'est que maintenant, ils comptent sur les États-Unis pour y arriver. Et oui, car dites-vous, la Russie projetterait de confier la gestion et la revente de son gaz destiné à l'Europe à une société américaine, ce qui expliquerait l'empressement des Américains à un accord de paix ? Oui, il y a toutes sortes de projets dans le domaine énergétique. Il y a aussi des projets dans l'Arctique qui sont discutés en ce moment entre Witkoff et les Russes. Donc l'émissaire de Donald Trump, sur ce et ces projets, celui qui est devenu l'émissaire, parce que ce n'était pas lui, c'était Keith Kellogg au début. Ces projets, à mon avis, indiquent très bien la ligne politique qui se dessine. C'est une ligne de condominium russo-américain sur l'Europe. C'est-à-dire que les Américains commercialiseraient le gaz russe et l'imposeraient aux Européens qui ont adopté, qui ont toujours le régime de sanctions en place et qui sont attachés à ce régime de sanctions. Et donc, par l'intermédiaire des Américains, les Russes pourraient reconstruire leur énergocratie sur le continent européen. En attendant, rien n'a été signé à Anchorage en matière économique ou commerciale. Non, ce sont des projets qui sont en voie d'élaboration. Mais qu'est-ce qui a retenu la main des Américains, d'après vous ? Tout simplement, ils sont en train de travailler, je pense, de négocier sur les conditions. Les Russes, évidemment, ont des exigences exorbitantes, même à l'égard de leurs partenaires européens. Par exemple, ExxonMobil, à qui Poutine a autorisé de rentrer dans le projet Sakhalin 1, dont ExxonMobil avait été spolié, ses actifs avaient été spoliés par le gouvernement russe, qui les a rendus le jour du sommet. C'est un geste symbolique. Eh bien, en échange de cette collaboration avec la Russie, ExxonMobil doit en quelque sorte constituer un lobby aux États-Unis pour la levée des sanctions. Ah oui. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont négociées en ce moment. Et c'est, à mon avis, la partie importante de cette rencontre d'Alaska, en fait. C'est la partie immergée de l'iceberg qui est importante, et c'est celle-là qu'il faut voir, parce que de notre point de vue européen, il faut d'abord prendre en compte tous ces projets et élaborer une stratégie pour essayer d'y faire échec. Et derrière ce grand lobbying en coulisses, l'armée russe, elle progresse, certes lentement, mais elle gagne du terrain dans la région de Donetsk notamment, ce qui provoque des déplacements de population. Les images commentées par Anaïs Anquet pour France 2.
Nous entrons dans une ville fantôme. Partout, des bâtiments éventrés par les bombes. En quelques jours seulement, Bilozerske, cité minière du Donbass, a été rattrapée par la guerre. Dans ce secteur, la Russie a percé la défense ukrainienne. La ligne de front est désormais à moins de 8 km. Soulève-le comme ça. Voilà. Cette famille n'a plus le choix. Il faut partir. Mais la guerre, c'est un drone, ne laisse aucun répit. Regardez, c'est un Shahed. Dans le ciel, un Shahed, un drone militaire équipé d'une charge explosive, conçu pour venir s'écraser sur sa cible. Il faut se mettre à l'abri. Des tirs résonnent. C'est la défense ukrainienne qui tente d'abattre l'appareil en vain. Pourtant, malgré la menace, cette famille reste impassible. Ils frappent sans cesse. Je les maudis. Non, il n'y aura pas de paix. Finalement, alors que le drone s'éloigne, un homme s'avance vers nous. Je suis le dernier à encore vivre ici. Un peu plus loin, nous rencontrons Mikola. Le retraité cherche son chat dans un quartier déserté. Petit chat, où es-tu? Pour lui, impossible de quitter la ville avant de l'avoir retrouvé. Mais conscient du danger, il ne quitte jamais son sifflet. Oui, le sifflet, c'est pour qu'on me retrouve sous les décombres. Mais j'ai aussi de l'antiseptique, du fil et une aiguille pour recoudre les plaies. Je me suis déjà recousu moi-même la jambe. Le dernier magasin de la ville a fermé ses portes aujourd'hui. Les rares habitants qui vivent encore ici n'osent presque plus sortir de chez eux. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je dois rejoindre ma grand-mère qui est toute seule. Vous savez, marcher ici, c'est dangereux. Le soir, les frappes sont plus nombreuses. Impossible pour nous de rester plus longtemps. Direction Sloviansk, à l'arrière du front. Mais dans le Donbass, le danger est partout. À peine arrivé à quelques centaines de mètres de nous, venez! Un missile balistique frappe le centre-ville. C'est ensuite un drone kamikaze qui survole Sloviansk. Comme nous, les habitants se réfugient où ils peuvent. Allô, oui? Tu as entendu ce qu'il vient de se passer? Aucun blessé ce soir-là, mais pour ces Ukrainiens, une certitude, vivre dans le Donbass est chaque jour plus dangereux. Oui, ce que l'on voit dans ce reportage d'Anaïs Anquet pour France 2, François Stom, c'est l'un des principaux enjeux d'éventuelles négociations, la mainmise sur l'oblast de Donetsk que revendiquent les Russes dans sa totalité, alors qu'ils n'en contrôlent au mieux que les 3/4 aujourd'hui. Oui, et puis la région qu'ils revendiquent est justement la région la plus fortifiée d'Ukraine. Donc, évidemment, ils auront beaucoup de mal à la prendre, ça leur coûtera beaucoup de monde. Et Poutine a jugé finalement plus pratique de demander aux Américains de forcer les Ukrainiens à l'évacuer, c'est-à-dire à rendre leur région la plus fortifiée. En échange d'un mouchoir de poche dans la région de Soumy, je crois qu'il s'agissait de 7000 km² échangés contre 1000 km² ou quelque chose comme ça. C'était tout à fait dérisoire. Donc l'échange de territoire évoqué par Donald Trump, il est avant tout symbolique. C'est symbolique, c'est même pas, c'est pas un échange, c'est tout simplement une arnaque mise au point par le Kremlin pour se faciliter la conquête. Et une fois qu'ils auront mis la main sur ces territoires particulièrement bien défendus, eh bien l'offensive pourra se poursuivre beaucoup plus facilement en Ukraine. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils vont s'arrêter pour autant. Ils vont continuer. On disait avant-guerre, ces habitants du Donbass qu'on vient de voir, favorables pour une large part à la Russie, car russophone. Que nous enseignent ces 3 ans et demi de guerre? Finalement, le Donbass, maintenant, le Donbass occupé est un pays
misère extrême. Il n'y a plus d'eau, il y a un manque d'eau, une pénurie, toutes sortes de pénuries, mais en eau surtout. Et il reste à peu près 30% de la population d'origine. Et tout le reste, ce sont des gens que les Russes ont fait venir dans les territoires occupés avec toutes sortes de privilèges financiers, d'avantages financiers, etc. Donc on voit un véritable nettoyage ethnique, hein. Et c'est ce qui attend les malheureux qui habitent dans le reste du Donbass que convoite Poutine. C'est quand même des villes très peuplées. Il faut imaginer le sort de ces populations sous occupation russe. C'est à peu près comme l'URSS de Staline en 1937. C'est la terreur, les tortures, les répressions, les déportations, etc. Alors où en est justement la ligne de front, Maya Anaïs-Yatagan ? Alors le front est très mobile, même s'il n'y a pas d'avancée majeure sur le terrain. Vous regardez cette carte, vous voyez une zone en rouge, c'est le territoire occupé par les troupes russes, 20% du territoire global de l'Ukraine. Il y a 3 fronts principaux. Le principal, il est à l'est. Voici une carte sur laquelle vous allez voir beaucoup mieux les avancées des troupes. Il y a encore des combats dans l'oblast de Donetsk, mais dernièrement, les troupes du Kremlin ont pénétré dans cet oblast-là, celui de Dnipro. Ces avancées, elles sont cruciales sur le terrain parce que cette oblast, eh bien, Moscou ne l'a pas revendiquée jusqu'ici. Les Russes avancent aussi, vous allez le voir sur cette carte, au sud, même s'ils sont freinés par les Ukrainiens. Et il reste un 3e front, c'est celui du nord vers Soumy. Ici, eh bien, les Ukrainiens ont perdu quelques positions isolées parce qu'il y a une campagne de frappe massive. Car l'activité sur le front, eh bien, elle provient essentiellement du ciel. Vous allez le voir très nettement sur ce graphique qui vous montre qu'au cours de l'été, il y a eu une augmentation des frappes de drones et de missiles. Rien que dans la nuit du 27 au 28 août, c'est 598 drones, 31 missiles qui ont été lancés sur l'Ukraine. Une bonne partie a été interceptée par les défenses anti-aériennes ukrainiennes, mais il y a quand même eu des morts et des dégâts sur les infrastructures, notamment énergétiques. La Russie essaye de fragiliser l'Ukraine à l'approche de l'hiver. Il y a une autre stratégie du côté de l'Ukraine, c'est aussi une stratégie de bombardement dans l'espoir de détruire une partie des capacités pétrolières russes et peut-être de créer donc des pénuries et donc d'affaiblir l'économie russe. François Stom, la Russie, si l'on en croit Donald Trump, aurait déjà gagné la Crimée, considérée par Washington comme définitivement perdue pour Kiev. Ce réalisme doit-il aujourd'hui s'imposer d'emblée aux Ukrainiens ou bien considérez-vous, comme les Européens, que l'on ne peut pas partir d'une spoliation comme point de départ d'éventuelles négociations? Oui, je ne parlerai pas vraiment de réalisme, c'est plutôt de l'opportunisme que du réalisme. Le réalisme, il nous enseigne qu'à pratiquer une politique d'apaisement d'un agresseur, on l'encourage à commettre de nouvelles agressions. Ce serait ça, une attitude réaliste. En ce qui concerne la reconnaissance de la Crimée, il faut faire la différence entre une reconnaissance de facto et une reconnaissance de jure, en droit. Les Ukrainiens ne peuvent pas reconnaître, ni les Européens, ne peuvent pas reconnaître en droit l'annexion de la Crimée parce que ce serait une prime à l'agression. Donc on peut reconnaître de facto, puisque les Russes ils y sont, mais en perspective, l'État ukrainien, en droit, continue à exister dans ses frontières de 1991. C'est un peu ce qu'avait fait l'Allemagne en 1949, l'Allemagne fédérale. Elle reconnaissait en fait, de facto la division de l'Allemagne avec la RDA et la RFA, mais elle considérait qu'en droit, elle continuait d'exister comme un État complet. Oui. On vient de le voir, désormais, la Russie avance aussi, elle progresse dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Pourquoi s'arrêterait là, finalement? En quoi est-elle affaiblie militairement, comme vous semblez le penser? Alors, elle continuera d'avancer tant que l'arrière ne s'effondrera pas. L'économie russe est maintenant dans un état de délabrement avancé. Et donc, on a une espèce de course, une course contre la montre entre la poussée militaire, que Poutine essaye d'arracher la victoire maintenant, et l'effondrement de l'Ukraine, parce qu'il voit que chez lui aussi, le pays est en voie, en fait, l'économie russe est en voie d'effondrement qui accélère
qui ne cesse d'accélérer d'après les chiffres. Donc c'est une espèce de course contre la montre, parce que l'effondrement de l'arrière peut finalement avoir un impact sur le front. C'est ce qui s'est passé en 1917. C'est ce qui a amené la révolution de février 17. C'était l'effondrement de l'arrière. Donc on a une situation qui n'est pas du tout favorable à la Russie. Il suffirait que l'Occident tienne bon. Alors Moscou aura en tout cas réussi à provoquer un sursaut en Europe. Elle qui rêvait d'une finlandisation de l'Ukraine, elle aura accouché d'une otanisation de la Finlande et d'un réarmement de l'Allemagne, au point même où les conservateurs au pouvoir à Berlin voudraient bien rétablir la conscription. Changement total de doctrine, Anne Maillet. Eh bien, les Allemands sont majoritairement favorables au réarmement de leur propre pays, mais ils ne sont pas prêts à prendre les armes pour défendre une autre nation. En ouvrant la voie au déploiement de soldats allemands en Ukraine pour garantir un hypothétique cessez-le-feu, le chancelier Friedrich Merz touche à un sujet très sensible dans le pays, un sujet qui divise les partis politiques, tout comme la population. Seul un tiers des Allemands y seraient favorables, selon les derniers sondages. Alors ces réticences, elles s'expliquent par le passé nazi du pays, par le pacifisme post-Seconde Guerre mondiale, et elles sont particulièrement fortes en ex-Allemagne de l'Est, où le parti d'extrême droite AfD est en plein essor. Ce dernier a d'ailleurs qualifié le chancelier de va-t-en-guerre. Mais le malaise est également palpable au sein même du gouvernement, puisque le ministre de la Défense, le social-démocrate Boris Pistorius, a tenté de calmer le jeu en expliquant qu'il était trop tôt pour une telle décision. En tout cas, en Allemagne, le débat ne fait que commencer, d'autant que l'envoi de troupes à l'étranger nécessiterait un vote au Parlement, un obstacle potentiel pour ce gouvernement qui ne dispose que d'une très courte majorité. Eh oui, très courte majorité. Françoise Thom, lorsqu'on voit Friedrich Merz se rendre avec Donald Tusk, avec Emmanuel Macron à Chisinau pour ce grand concert en Moldavie face aux velléités russes, cela montre évidemment un alignement des trois pays les plus peuplés de l'Union européenne, mais ce front face à la Russie, on se dit qu'il est forcément fragilisé par les échéances électorales à venir. Oui, évidemment, un phénomène qui ressemblerait au trumpisme est tout à fait concevable en Europe occidentale, dans les pays européens. L'avènement du Reform Party au Royaume-Uni, du Rassemblement national ici en France, de partis pro-russes, plus favorable à la Russie. Oui, tout à fait, et qui mettrait le slogan Deutschland über alles, et la France en premier, etc. Enfin, vous voyez, c'est là-dessus que joue Moscou, sur ces cartes-là. Et pourtant, dites-vous, avec à peine 1,5% de croissance et puis un déficit budgétaire qui dépasse les 50 milliards d'euros sur fond de baisse des revenus pétroliers, vous dites c'est le signe que les sanctions, elles marchent. Oui. Malgré tout ce qu'on est au 18e, on en est au 18e train de sanctions. Les sanctions marchent et il faut tenir le cap. Il faut que l'Europe et de préférence les États-Unis tiennent le cap. Et dans ce cas-là, Poutine va se retrouver en très mauvaise posture. À l'origine de cette guerre, il y a, faut-il le rappeler, une trahison, celle du mémorandum de Budapest. En 1994, une Ukraine alors affaiblie économiquement acceptait de céder son arsenal nucléaire à Moscou en l'échange d'une reconnaissance de son intégrité territoriale. On sait ce qu'il advint par la suite. Retour au moment de cette signature en 1994. Nous sommes réunis aujourd'hui pour supprimer le dernier problème découlant de la guerre froide. La petite phrase de Boris Yeltsin lors de la signature de cet accord ce matin illustre bien la politique russe. Moscou se veut la seule héritière de l'ex-Union soviétique dans le domaine nucléaire. Quant aux voisins ukrainiens, il fait problème. 1er décembre 1991, 90% des électeurs ukrainiens se prononcent pour l'indépendance de leur pays. C'est un camouflet pour Moscou. La majorité des Russes vivant en Ukraine ont dit oui à l'indépendance. Dans l'euphorie, Leonid Kravchuk, qui surfe sur la vague nationaliste, choisit les symboles de son futur État. Création d'une armée et d'une marine nationale sortie de la zone rouge, Moscou est interloqué, mais va réagir. L'Ukraine, qui importe l'essentiel de son pétrole et de son gaz de Russie, va payer en devises fortes. Endettement massif, paralysie économique, la réforme piétine en Ukraine, hyperinflation et chute de production, Kiev est asphyxié.
Il y a eu toute une année, la dernière année, l'année 93, où l'Ukraine se sentait tellement sous pression, et plus elle était sous pression, moins elle avait envie de céder, jusqu'au moment où on est arrivé à cette situation récente, où le président Kravchuk est lui-même en difficulté dans son propre pays et est amené finalement à céder plutôt à des pressions étrangères, mais il lui reste à faire face finalement à sa situation intérieure et à son Parlement. Première réaction négative des dirigeants du Parlement de Kiev, l'accord conclu ce matin à Moscou a déjà du plomb dans l'aile. On voit ces images, on se dit que le verre était dans le fruit. François Stom, cette dépendance énergétique de l'Ukraine à la Russie impliquait qu'à terme, il y aurait forcément un affrontement ? Non, ce qui impliquait qu'il y aurait un affrontement, c'est que c'est la volonté russe de reprendre le contrôle total de l'Ukraine et d'obliger l'Ukraine de faire un choix entre la Russie et l'Union européenne. C'est ce qui a provoqué les événements de 2014, hein, le fait que la Russie ait mis Yanukovych, qui était pourtant pro-russe, au pied du mur et l'a forcé à choisir l'Union eurasienne de Poutine au détriment du partenariat avec l'Union européenne. Il y avait parmi les signataires du mémorandum de Budapest les États-Unis, le Royaume-Uni. Si ces deux pays actent ne serait-ce que la perte de la Crimée, ils renient leurs paroles et leurs signatures. Absolument, et puisque ces pays s'engageaient à faire respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et aujourd'hui, on en est là. Merci beaucoup, François Stom, d'avoir été avec nous, invité du Monde dans tous ses états pour cette rentrée. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com. À la semaine prochaine.